Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'insoutenable légèreté de l'être. Il s'agit d'un roman de Milan Kundera publié en 1984. Le mythe de l'éternel retour énonce que la vie réapparaît plusieurs fois. Le mythe peut être utile, afin de ne pas recommencer la même erreur, mais la répétition des mêmes erreurs enlève la légèreté que l'événement aurait acquis s'il était resté dans le passé. La réalisation de l'éternel retour a pour conséquence une pesanteur, car chaque action comporte une insoutenable responsabilité. La pesanteur est reliée à l'image de la terre et de la réalité. Au contraire, la légèreté est reliée à l'idée de l'air et de l'irréel. Selon Parménide, le monde est composé de couples de contraires, et le léger est positif, tandis que le lourd est négatif. Thomas a rencontré Teresa, il y a 3 semaines. Il n'a passé qu'une heure avec elle, puis il a pris son train. 10 jours plus tard, Teresa est venue à Prague pour le revoir. Elle est tombée malade, ce qui explique pourquoi elle est restée une semaine chez lui. Thomas se sent amoureux. Il compare Teresa à un enfant déposé dans un panier, et qui serait venu à lui grâce à un fleuve. Thomas ne sait pas s'il faut inviter Teresa à venir le rejoindre, ou la laisser dans sa ville de province. Car l'homme ne vit qu'une seule vie, il est impossible de savoir quelle répercussion aura telle décision. Thomas se répète le proverbe allemand. Einmal ist kein Mal. Qui signifie qu'une fois ne compte pas. Entre 2 opérations, Thomas reçoit un coup de fil de Teresa. Elle est à la gare. Thomas l'invite à venir chez lui le jour d'après. Le lendemain, Teresa vient avec un exemplaire d'Anna Karénine. Elle dit être venue à Prague pour des raisons professionnelles. Il apprend que Teresa a laissé sa valise dans une consigne. Il comprend qu'elle est venue afin de vivre avec lui. La lourde valise est ramenée au logis. Cela fait 10 ans que Thomas est séparé de sa femme. Il a connu d'autres femmes, mais il n'a jamais permis à une femme de dormir à ses côtés sur le divan. Cependant, Thomas s'endort aux côtés de Teresa. Quand il se réveille, il se rend compte que Teresa lui tient la main. Thomas a vécu 2 ans avec sa première femme et a eu un fils. Le juge a accordé la garde de l'enfant à la mère. Car Thomas ne lui faisait pas de somptueux cadeaux, la mère reportait sans arrêt les rencontres de Thomas avec son fils. Il a cessé de s'intéresser à son fils, ce qui a poussé les parents de Thomas à se désintéresser de Thomas. Il entretient avec les femmes des amitiés érotiques qui consistent à avoir des relations sans aucun attachement. Sabina, qui est une artiste peintre, est l'une de ses maîtresses. Sabina trouve pour Teresa un emploi dans un laboratoire de photos d'un hebdomadaire. À cause des amitiés érotiques, Teresa ne peut pas rester dans l'appartement de Thomas. Ce dernier lui trouve une sous-location. Teresa ne parvient plus à dormir sans Thomas. En dormant, elle a besoin de tenir une partie du corps de son compagnon. Un jour, tandis qu'elle était dans son premier sommeil, et que Thomas était parti, elle l'a suivi en chemisette. Thomas a dû faire demi-tour. Teresa a fait un cauchemar dans lequel Thomas et Sabina faisaient l'amour. Teresa, qui n'avait pas le droit d'approcher, s'enfonçait des aiguilles sous les ongles dans le but d'atténuer sa souffrance morale. Thomas se rend compte que cette scène comporte des similitudes avec un fantasme que Sabina a décrit dans une lettre. Thomas sait que Teresa a fouillé dans ses courriers. Teresa ne supporte pas le fait que Thomas ait des maîtresses. Un jour, il la trouve en train de boire un flacon de calmant. Lorsque Teresa est parvenue à devenir photographe, une fête dans un cabaret a eu lieu. Thomas a ressenti de la jalousie lorsque Teresa dansait en osmose avec un collègue de l'hôpital. Teresa fait plusieurs sortes de cauchemars qui traduisent son angoisse des maîtresses de Thomas. Car Thomas ressent de la compassion pour Teresa, il ne la met pas à la porte et ne condamne pas le comportement de Teresa. Lorsque Thomas est avec ses maîtresses, il se met à voir l'image de Teresa. À cause de cela, il se saoule lorsqu'il rencontre ses conquêtes. De plus, Thomas a peur de rentrer tard. Sabina remarque que Thomas regarde sa montre pendant l'acte. Pour se venger, Sabina lui cache une de ses chaussettes. Thomas revient chez lui avec un des bas de Sabina. Afin que Teresa souffre moins, Thomas l'épouse et lui offre un chiot. Le canidé est une femelle qui est un croisement entre un Saint-Bernard et un chien-loup. Elle est appelée Karénine. Peu de jours après l'invasion de chats russes dans le pays, un directeur de clinique suisse propose à Thomas une place dans son établissement de Zurich. Thomas refuse le poste, car il pense que Teresa veut rester en Tchécoslovaquie. Durant les 7 premiers jours de l'occupation, Teresa connut une période de frénésie. Elle a pris des photos de l'invasion et a distribué la plupart de ses pellicules à des journalistes. Elle a même passé une nuit en garde à vue après avoir photographié un officier. Teresa est d'accord pour que Thomas s'en aille en Suisse, car depuis que Dubček est rentré au pays, la situation a changé. Dubček, ainsi que d'autres hommes d'État tchèques, ont été emmenés par l'armée russe dans un endroit inconnu. Il a été obligé de signer un compromis avec Moscou.
Après son retour, il a fait un discours à la radio, mais il bégayait et faisait de longues pauses. Sabina émigrait en Suisse, mais elle est à Genève, alors que Thomas et Teresa vont s'installer à Zurich. Il s'installe en Suisse. Il reprend contact avec Sabina, qui a pu s'enrichir en vendant ses toiles. Sabina vient à Zurich et rencontre Thomas dans un hôtel. Sabina est en sous-vêtements et porte un chapeau melon. Thomas enlève le couvre-chef et fait l'amour. Un soir, Thomas trouve une lettre de Teresa. Elle est repartie en Tchécoslovaquie. Elle s'est imaginée pouvoir changer en changeant de pays, mais elle est toujours aussi faible et est un poids pour Thomas. Les frontières sont maintenant imperméables à qui voudrait sortir de Tchécoslovaquie, ce qui fait que Teresa pourra entrer dans ce pays, mais pas en sortir. Thomas est soulagé, car il n'a pas à prendre de décision. La fin de la relation lui permet de se sentir léger. 3 jours plus tard, Thomas n'est plus heureux. Il est victime de sa compassion envers Teresa. Thomas donne sa démission auprès de son directeur de clinique. Il se rappelle de 2 motifs, dans un quatuor de Beethoven qui sont Es muss sein, es muss sein. ce qui signifie « le faut-il » ? Il le faut. Selon Beethoven, ce qui pèse a de la valeur. Thomas retourne en Tchécoslovaquie. Après avoir passé la frontière, il se dit que sa compassion ne l'aurait peut-être pas tourmenté pour l'éternité, mais seulement quelques jours. Comme l'homme ne vit qu'une seule vie, il ne peut pas savoir quelle aurait été son existence s'il avait pris une autre décision. Karénine fête l'arrivée de Thomas, mais il regrette d'être revenu auprès de Teresa. Il se rend compte que s'il est avec Teresa, c'est grâce à une série de 6 hasards. Il y a 7 ans, Thomas est venu dans la ville de Teresa, afin d'aider un confrère au sujet d'un malade. Il a loué une chambre par hasard, dans le même hôtel dans lequel Teresa travaillait. Ce n'est que fortuitement qu'il s'est installé dans la brasserie dans laquelle Teresa était serveuse. Car Teresa n'a pas mangé durant son voyage en train, elle a des borborigmes lors de sa première entrée dans l'appartement de Thomas. Il existe une dualité entre le corps et l'âme qui, au temps du récit, paraissent pourtant être liés l'un à l'autre. Teresa passe de longs moments à se regarder dans le miroir, car elle voudrait voir son âme. Elle est déçue de retrouver des traits identiques à sa mère. Autrefois la mère de Teresa avait 9 soupirants. Elle s'est mariée à celui qui l'a mise enceinte. Lorsqu'elle s'est sentie vieillir, la mère a quitté son mari et sa fille, et est partie avec un escroc. Teresa a rejoint sa mère, après que son père ait été expulsé de son logement. La mère se trouve vieille et laide. Elle a besoin de faire porter l'échec de sa vie sur quelqu'un, ça sera Teresa. Teresa se sent coupable. Elle remet à sa mère ses salaires, et s'occupe des tâches ménagères du logis. La mère se promène nue dans l'appartement. Lorsque Teresa s'enferme dans la salle de bain, afin que son beau-père ne vienne pas lui rendre visite, elle reçoit les remarques sarcastiques de sa mère. Lorsqu'un jour, sa mère se promène nue dans l'appartement, Teresa ferme un store. Ceci lui vaudra les moqueries de sa mère et de ses amis. La mère n'a aucune pudeur. Selon elle, la jeunesse et la beauté n'ont aucune valeur. Afin de se venger, la mère retient sa fille dans un monde où la pudeur n'existe pas, et où les corps sont tous identiques tels que dans un camp de concentration. Teresa ne veut pas être qu'un corps parmi d'autres et veut chercher ce qui la différencie des autres. Elle a rencontré Thomas, tandis qu'elle servait des bières dans un restaurant. Thomas avait un livre. Teresa aime les livres, car ils lui permettent d'aller au-delà de la grossièreté du monde et de la distinguer des autres. C'est par hasard que Teresa était présente dans le restaurant en même temps que Thomas. C'est aussi par un concours de circonstances qu'un morceau de Beethoven est passé à la radio au moment de la rencontre. Teresa a précédemment écouté un quatuor jouer du Beethoven. Puisqu'à ce concert, peu de personnes étaient présentes, ce morceau de Beethoven est pour Teresa un moyen de se distinguer. Teresa a appris que le numéro de chambre de Thomas était le 6. Ce numéro correspond au numéro de l'immeuble où elle habitait, avec sa mère et son père. Elle a dit qu'elle finissait son service à 6 heures. Thomas allait prendre son train à 7 heures. À la fin de son service, Teresa a trouvé Thomas assis sur un banc sur lequel elle avait lu la veille. Elle l'a accompagné à la gare. C'est cette succession de hasards qui a poussé Teresa à rejoindre Thomas. La vie est comparée à une partition musicale, dans laquelle se trouve plusieurs fois le même thème. Par exemple, Anna Karénine a rencontré Vronsky dans le train, et elle finira par se jeter sous un train. Teresa s'est rendue à l'appartement de Thomas. Son ventre s'est mis à gargouiller. Thomas n'y a pas prêté attention, et ils ont fait l'amour. Elle est revenue une seconde fois avec sa valise. Lorsqu'elle fait l'amour, Teresa crie non pas de plaisir, mais parce qu'elle veut s'empêcher de voir et d'entendre. Car elle a été serveuse, Teresa a en elle une vitalité que n'a pas les étudiants. Ce qu'elle sait provient de son travail en autodidacte. Elle a une place à la photographie d'un magazine. Cependant, elle veut faire elle-même les photos. Grâce à Sabina, elle comprend la parenté entre la photographie et la peinture. Elle parvient à devenir photographe. Après avoir dansé dans un cabaret avec un homme, elle apprend que Thomas en a été jaloux.
Teresa fait un cauchemar dans lequel elle défile, avec d'autres femmes nues, ayant toutes des corps identiques, et ayant toutes la même voix. Thomas doit tirer sur celles qui font un faux mouvement. Teresa fait des cauchemars qui sont le signe qu'elle n'apprécie pas le fait que Thomas ait encore des maîtresses. Celui qui s'élève aura tôt ou tard le vertige. Le vertige est décrit non pas comme une peur, mais comme un envoûtement. Elle est attirée par les femmes du défilé qu'elle voit dans ses rêves. La mère de Teresa envoie à sa fille des lettres larmoyantes. Un jour, elle l'appelle en lui disant qu'elle a un cancer. Teresa est prête à pardonner à sa mère et à la rejoindre. Thomas apprend en appelant un dispensaire que la mère de Teresa n'a pas du tout de cancer. Il empêche Teresa de rendre visite à sa mère. Teresa voudrait accompagner Thomas lorsqu'il va voir ses maîtresses et les préparer pour lui. Elle rend visite à Sabina. Lorsqu'elle était aux Beaux-Arts, Sabina devait peindre les choses avec exactitude, ce qui faisait ressembler ses tableaux à des photos. Un jour de la peinture a accidentellement coulé sur un de ses tableaux. Elle a créé comme une crevasse, et a cherché ce qu'il y avait derrière la première image. Elle a alors tenu un concept qui lui a plu, mais qu'il fallait cacher. Teresa est venue dans l'atelier, afin de prendre des photos de Sabina. Elle remarque le chapeau melon. Sabina lui dit qu'il provient de son grand-père. Teresa place le chapeau sur la tête de Sabina, et la photographie avec. Elle propose de la photographier nue. Après avoir bu un verre de vin, Sabina se déshabille. Après avoir été photographiée, Sabina veut photographier Teresa. Sabina lui dit de se déshabiller. Les deux femmes sont reliées par cette phrase. Teresa se déshabille, et Sabina la prend en photo. Afin d'avoir des preuves photographiques de l'invasion de la Tchécoslovaquie, Teresa et d'autres ont photographié ou filmé l'événement. Durant 7 jours, elle a pris des photos et a donné des pellicules à des journalistes étrangers. Alors qu'elle est en Suisse, Teresa propose à un rédacteur en chef d'un magazine les photos de l'invasion. Cependant, l'événement est maintenant trop éloigné pour intéresser quelqu'un. Une photographe apporte au rédacteur des photos d'une plage nudiste qui intéresseront les lecteurs. Teresa pense que ces photos et les siennes représentent la même chose. La photographe conseille à Teresa de devenir photographe de mode, mais comme cela prendra du temps, elle lui recommande d'être photographe de jardin. Teresa se rend compte qu'elle n'aime pas particulièrement la photographie. Ce n'était pour elle qu'un moyen de s'élever. Elle répond à la photographe qu'elle préfère se consacrer à son mari. Teresa est souvent seule à la maison, car son mari travaille à la clinique. Elle repense au discours morcelé de Dubček. Cet homme a été faible. Elle se rend compte qu'elle-même est faible, et qu'elle a une attirance envers les êtres faibles. Elle aimerait que son mari soit lui aussi faible. Pour Karénine, le temps est circulaire, ce qui explique pourquoi elle a eu du mal à accepter le déménagement à Zurich. Elle finit par s'y faire en rétablissant les rituels quotidiens. Un jour, Teresa reçoit un appel d'une femme. Elle ne peut pas ne pas y apporter d'importance. Elle se sent plus faible en Suisse qu'en Tchécoslovaquie. Tandis qu'elle est faible, Thomas est un être fort. Elle prend la décision de déménager avec Karénine. Elle repart pour la Tchécoslovaquie. Elle a pour projet de retourner dans sa ville d'origine, mais elle reste à Prague et repousse son projet à plus tard. Au bout de 5 jours, Thomas revient à l'appartement de Prague. Elle l'attendait. Teresa se réveille aux côtés de Thomas. Elle se rend compte que s'il est revenu à Prague, c'est à cause d'elle. Après avoir entendu l'église sonner 6 heures, elle est apaisée. Franz, qui est un professeur universitaire, se rend chez sa maîtresse Sabina. Il ne peut pas avoir de relation avec elle à Genève, car c'est également dans cette ville que réside sa femme. Il ne s'autorise des relations extra-conjugales que lorsqu'il se situe dans d'autres villes, c'est pourquoi il est souvent en déplacement professionnel, et en avant certains. Il propose à Sabina de partir pour Palerme, mais Sabina préfère rester à Genève. Elle se met en sous-vêtements et pose le chapeau melon sur sa tête. Elle regarde alternativement Franz et leur image dans le miroir. Franz ne comprend pas les intentions de Sabina, pense à une farce, et lui enlève son chapeau. Elle est finalement d'accord pour partir à Palerme. Franz s'en va de l'atelier. Sabina se souvient que Thomas a porté ce chapeau, puis l'a fait porter à Sabina, qui était en partie déshabillée. Le fait de se regarder dans le miroir les a excités tous les deux. Le chapeau était un symbole de violence. Ce chapeau avait appartenu au grand-père, puis au père de Sabina. C'est la seule chose qu'elle a hérité de son père. C'est également un accessoire érotique, un symbole de son originalité et un objet sentimental. Le chapeau est le motif de la partition musicale de Sabina. Franz et Sabina ne donnent pas le même sens à certains mots. Parmi ceux-ci se trouve le mot femme. Lorsque Franz dit que Sabina ou sa femme Marie-Claude sont des femmes, il pense que toutes deux ont une valeur précise. Pour Sabina, être femme n'est pas choisi, mais imposé. Franz place la fidélité au premier rang. Par contre, la trahison séduit Sabina. Sa vie a été une série de trahisons, que ce soit au niveau de sa famille, de l'école des beaux-arts, ou de son mari. La musique est enivrante et libératrice de long France.
Sabina l'assimile à du bruit au chantier de la jeunesse communiste. Sabine n'aime ni la lumière aveuglante, ni l'obscurité totale. Au moment de faire l'amour, France ferme les yeux, car l'obscurité lui apporte un sentiment d'infini. Sabina ne supporte pas de voir France les yeux fermés. Sabina se rend à une réunion d'émigrés tchèques. Le but de cette réunion est de savoir s'il aurait fallu se battre contre les Russes. Puisque les émigrés disent qu'il aurait fallu se battre, Sabina les enjoint à rentrer dans leur pays et à se battre. Un monsieur remarque qu'elle ne faisait que de la peinture pour se battre contre le communisme. Dans les pays communistes, les personnes sont sans cesse surveillées. Il y a besoin d'attestations pour faire tout et n'importe quoi. Les attestations ne valident pas les connaissances ou aptitudes des personnes, mais seulement leur profil politique. Après avoir quitté la Réunion, Sabina constate qu'elle n'a rien en commun avec les Tchèques. Elle vient de trahir son pays. Elle rejoint France dans le train. Sabina déteste les cortèges. Lorsqu'elle était dans le cortège du 1er mai, elle ne bougeait pas à la bonne cadence et ne connaissait pas les chansons. France aime se trouver au milieu de cortèges. C'est pour lui un moyen de se séparer de son milieu universitaire étouffant. Il relie l'histoire de l'Europe à une grande marche. Sabina et France trouvent tous deux que New York est belle involontairement de par ses accumulations d'hétéroclites. France préfère la beauté préméditée de l'Europe. Sabina fait le rapport entre cette ville et ses toiles. France admire les habitants de la Bohême qui selon lui ont vécu plus de choses que lui grâce à des conditions de vie difficiles. Il a une idée romantique des révolutions. Ce n'est pas du tout l'opinion de Sabina. Dans les pays riches, une grande partie des jeunes gens font des études, mais leurs écrits sont stériles et s'accumulent les uns sur les autres. France assimile l'arrivée de Sabina à l'entrée de Gulliver au royaume des nains. Sabina aime se promener dans les cimetières tchèques, alors que France compare les cimetières à une décharge d'ossements. Alors qu'un homme dit avoir peur d'avoir un accident s'il monte dans une voiture, Marie-Claude affirme avoir eu un et s'être sentie épanouie à l'hôpital. France sait que sa femme ment. Elle dit avoir pu profiter de son séjour pour classer les livres entre les diurnes et les nocturnes. France attend l'arrivée de Sabina, qui est invitée au cocktail de Marie-Claude. Leur fille Marianne est une copie de sa mère. Sabina entre. Marie-Claude lui dit que son pendentif est affreux. France comprend que sa femme a dit cela, car elle peut se le permettre, puisque l'exposition des tableaux de Sabina n'a pas connu le succès. France admire la vieille église d'Amsterdam, car elle contient un grand vide. Sabina ne l'aime pas, car elle y voit la haine de la beauté. Selon elle, on ne peut rencontrer la beauté que lorsque ses persécuteurs l'ont oubliée par erreur. Cela a été le cas lorsqu'elle est entrée dans une église qu'elle a trouvée dans un petit village perdu. Le vide de l'église pousse France à penser à un des travaux d'Hercule. Comme le demi-dieu, il pense à faire le ménage dans sa vie. France est fort, mais il est faible, avec les gens qui l'entourent, et ne donne jamais d'ordre à Sabina. D'après France, vivre dans la vérité revient à ne pas vivre dans le mensonge. Sabina pense que vivre dans la vérité est une tâche impossible, car dès qu'il y a un public, nous nous adaptons aux autres et nous mentons. France sait qu'après la remarque de Marie-Claude sur le bijou de Sabina, il doit prendre une décision. Alors qu'il prépare sa valise, afin de partir à Rome, il décide d'avouer à sa femme qu'il a une maîtresse. Marie-Claude n'est pas attristée par la nouvelle. France rejoint Sabina à l'aéroport. Sabina prend mal le fait que France ait dit la vérité à sa femme. Leur amour ne sera plus caché mais découvert, ce qui forcera Sabina à jouer un rôle et à ne plus être dans la vérité. Lorsqu'ils font l'amour dans un hôtel, Sabina éteint la lumière, car elle ne supporte plus de voir son amant lui faire l'amour les yeux fermés. Cette façon de procéder lui fait penser qu'elle est en train de coucher avec un nouveau-né. Ça sera la dernière fois. Lorsqu'il rentre chez lui, France retrouve sa femme. Il ne la trouve pas attristée comme il s'y attendait. Il se rend compte qu'il s'est empêché depuis des années d'avoir des relations extra-conjugales, car il voulait protéger sa femme, mais que cela n'a servi à rien. Il veut voir Sabina, mais elle n'est plus chez elle. Les jours d'après, il apprend que sa maîtresse a redonné les clés du studio, à qu'elle fait déménager ses affaires. France s'installe dans un appartement. La présence de Sabina à ses côtés devient irréelle. Il la préfère ainsi. France vit avec une étudiante à lunettes. Sabina est à Paris. Elle ressent de la mélancolie non pas à cause de sa rupture, mais à cause de sa légèreté de l'être. Elle reçoit une lettre du fils de Thomas, qui annonce les morts de Thomas et de Teresa causées par un accident de camion. Pour se calmer, elle se rend dans un cimetière. Elle assiste à un enterrement qui lui déplaît, car une pierre tombale placée sur le mort, afin de l'empêcher de sortir de sa tombe. Elle comprend pourquoi France détestait les cimetières. France a une maîtresse, mais il continue seul, et en secret, son culte de Sabina. Il pense même que l'étudiante lui a été envoyée par Sabina. L'étudiant partage avec lui son goût de la musique, mais ne comprend pas l'intérêt qu'a France pour les pays subissant le joug de la Russie. Teresa revient dans la nuit à son domicile. Elle sent que les cheveux de Thomas sentent de sexe.
Le matin, le couple est réveillé par Karénine, qui saute sur leur lit, dès que le réveil sonne. Le matin, Teresa fait ses courses en compagnie de Karénine. Elle achète au chien un croissant. Karénine le ramène à la maison, et attend que Thomas se soit amusé à le lui enlever avant de le manger. Sauf que ce matin, Thomas ne s'amusera pas avec Karénine, car il écoute à la radio des enregistrements pris par un espion. Teresa raconte que jadis sa mère a lu son journal intime devant la famille. Thomas travaille de 7h à 4h, tandis que sa femme travaille de 4h à minuit. Teresa veut se rendre dans un sauna à l'île de Sophie. Elle s'y rend à pied. Elle déteste prendre le tram, car les gens entassés y sont hargneux et vulgaires. Teresa regarde l'hôtel de ville détruit, qui n'a pas été reconstruit, afin de garder une preuve de la souffrance passée. Ce spectacle lui rappelle sa mère, qui n'avait aucune pudeur au sujet de ses infirmités. Elle relie les mots camps de concentration aux situations dans lesquelles la barrière de la vie privée a été démolie. Au sauna, elle rencontre une femme à grosse poitrine et aux grosses fesses. Bien que Thomas lui ait retiré le complexe de sa poitrine trop petite, Teresa n'apprécie pas la couleur de ses auréoles. Elle se demande si elle serait toujours Teresa, si son corps se mettait à changer. Elle songe à se débarrasser de son corps, puisqu'il n'est pas parvenu à faire en sorte que Thomas ne s'intéresse qu'à elle, et non à ses maîtresses. Après son retour de Zurich, Teresa n'a pas réintégré sa place au journal. Elle est devenue barmaid. Des personnes ayant eu un poste important ont, elles aussi, été rétrogradées à des travaux de subalterne. Un fils d'un des clients vient d'être condamné, car sur une photo d'un vieux journal, on le voit en train d'étrangler un Tchèque qui s'était rendu dans un bâtiment de l'armée russe. Teresa se rend compte que les photos qu'elle et d'autres ont prises lors du printemps de Prague ont servi à la police russe. Le narrateur définit la coquetterie comme une promesse de rapport sans garantie. D'après Thomas, l'amour et l'acte sont deux choses différentes. Teresa décide d'être coquette sur son lieu de travail non pas pour se venger de Thomas, mais pour connaître la légèreté. Un adolescent lui fait des avances. Teresa ne veut pas lui servir de l'alcool, car elle devine qu'il n'est pas majeur. Il finit par demander une limonade. Il est déjà saoul, parce qu'il est parvenu à boire dans le bistrot d'en face. Un homme chauve reproche à Teresa d'avoir servi de l'alcool à un mineur. Un grand homme prend la défense de Teresa. Quelques jours plus tard, elle revoit le grand homme qui est un ingénieur. Elle le remercie. Il lui fait des avances. Teresa dit à Thomas qu'elle n'en peut plus de ses infidélités. Il lui dit de se rendre en haut du mont de Pierre, et qu'elle y comprendra quelque chose. Elle s'y rend. Elle rencontre deux groupes de 3 hommes. Un des hommes tient un fusil. Lorsqu'un homme lui demande si c'est bien sa volonté, elle répond oui. Quand l'homme souhaite savoir si c'est sa volonté de mourir, elle répond une seconde fois oui. Elle choisit de passer en dernière. 3 hommes cherchent un arbre, puis les assistants leur mettent un bandeau sur les yeux. L'homme au fusil leur tire dessus. Teresa refuse le bandeau et cherche un arbre. Lorsque l'homme lève son fusil sur elle, elle dit que ce n'est pas sa volonté. Elle repart saine et sauve. Elle se rend compte qu'elle a besoin de quelqu'un pour l'aider, mais que Thomas ne peut pas l'aider, puisqu'il vient de l'envoyer à la mort. Elle décide de se rendre chez l'ingénieur. Le logement de l'ingénieur n'est composé que d'une seule pièce séparée par un rideau. Il y a une bibliothèque. Elle demande à boire du café et l'ingénieur disparaît. Elle remarque que dans la bibliothèque se trouve l'Édite de Sophocle. Thomas lui avait demandé de lire ce livre. Ce livre est à l'origine d'un article de Thomas, qui a chamboulé leur vie. L'homme revient. Teresa lui dit non, mais l'homme continue tout de même son rapprochement. Une dichotomie entre son âme et son corps s'effectue en Teresa. Elle est incapable de participer à l'acte. Son corps le veut, mais pas son âme, ce qui a pour conséquence une excitation. Au moment fatidique, elle devient violente envers l'ingénieur. Teresa fait ses besoins sur ce qui ressemble davantage à un tuyau qu'à des toilettes. Elle est humiliée par son corps, mais également par cette façon de déféquer. Elle attend que l'ingénieur l'appelle d'une voix grave et douce pour le rejoindre, et se mettre à pleurer. Puisqu'elle entend une voix grêle et aiguë, elle part de l'appartement. Sur le chemin de la maison, elle croise une corneille qui a été en partie enterrée par des enfants. Elle prend l'animal avec elle et l'amène à sa maison. Elle pense que son sort et celui de la corneille sont comparables. Elle imagine que si une maîtresse aurait été à sa place, et si Thomas aurait pris la place de l'ingénieur, Thomas aurait su quoi dire. La seule chose que peut offrir Teresa à son mari est sa fidélité. La corneille décède. Elle se rend compte que lorsqu'elle a des rapports avec son mari, son âme est aveuglée par l'amour. Lorsqu'elle l'a fait avec l'étranger, son âme a enfin vu clair. Elle espère revoir l'étranger. Elle ne revoit plus l'ingénieur dans son bar. L'homme chauve dit que Teresa vend ses charmes, puisqu'elle porte un collier de perles, que son mari laveur de vitres serait incapable de lui payer. Un collègue explique à Teresa que l'homme chauve est un flic. Ces personnes ont besoin que des gens tombent dans leur piège et deviennent à leur tour des informateurs. Teresa se demande si l'ingénieur n'a pas été envoyé par la police. Elle remarque qu'il y avait plusieurs éléments illogiques lors de sa rencontre avec l'ingénieur.
Thomas et Teresa partent un dimanche pour une petite ville d'eau. Ils remarquent que les bâtiments et les rues ont été rebaptisés par des noms russes. Au moment de l'invasion, des plaques avaient été enlevées afin d'empêcher l'armée russe de se repérer. Teresa remarque encore les anomalies de sa rencontre avec l'ingénieur et pense qu'il voulait lui tendre un piège. Elle se rend compte que même éloignée de sa mère, elle n'est pas maîtresse de sa vie privée. Dans la petite ville, Teresa et Thomas rencontrent un homme qui est le président de la coopérative et qui est aussi un ancien patient de Thomas. L'État ne peut pas autant contrôler les personnes à la campagne qu'à la ville. Teresa pense que vivre à la campagne représente un idéal. Elle réfléchit aux conséquences dans le cas où une photo d'elle et de l'ingénieur ait été tirée. Dans ce cas, l'unique pilier représenté par la fidélité qui soutient l'amour entre Teresa et Thomas sera détruit. Elle veut dire à Thomas de partir vivre à la campagne, mais Thomas reste silencieux. Elle pense à remonter au mont de Pierre. Teresa se promène vers la Vltava. Elle voit plusieurs bancs emportés par le courant. Elle se renseigne auprès des passants, mais cela indiffère tout le monde. Édipe a tué son père et a épousé sa mère sans connaître leur véritable identité. Après qu'il se soit rendu compte de ses erreurs, il s'est crevé les yeux. Les régimes criminels ont été façonnés par des personnes enthousiastes convaincues d'avoir trouvé la voie du paradis. On a accusé les communistes des malheurs du pays, mais ils ont répondu qu'ils ne savaient pas, et que par là même ils étaient innocents. Il est difficile de savoir si les communistes savaient ou non. La question se pose sur le lien entre le fait de ne pas savoir et le fait d'être innocent. Thomas fait le parallèle entre les communistes qui déclinent leurs responsabilités et Édipe, qui s'est châtié lui-même, et qui ne savait pas. Thomas a écrit un article là-dessus, et l'a envoyé à un journal. L'article a été amputé, et Thomas n'a été convié au journal que pour une raison de syntaxe. On était alors au printemps 68. Après son retour de Zurich, Thomas a récupéré son poste à l'hôpital. Cependant, le chef de service lui propose de garder son poste s'il rétracte son article. Thomas demande une semaine de réflexion. Il croise deux catégories de personnes, ceux qui ont déjà dû renier quelque chose et les persécutés qui refusent les compromis. Thomas a une conversation avec le docteur S, qui lui indique que la méthode est utilisée afin que la personne ne puisse plus protester par la suite. Thomas se rend compte que tout le monde lui sourit, car ces personnes veulent qu'il rédige le document. Il donne sa démission auprès de son chef de service. Thomas travaille comme généraliste dans un dispensaire de banlieue. Son travail ressemble plus à celui d'un employé de bureau que d'un médecin. Un chef de bureau au ministère de l'Intérieur le rencontre. Ils vont dans un café. L'homme trouve regrettable qu'un grand chirurgien soit réduit à un travail de généraliste. Puis, l'homme parle de l'article de Thomas. Il a compris que le message était qu'il fallait crever les yeux des communistes. Thomas dit qu'on a coupé un tiers de son texte et que si l'homme avait pu lire le texte dans son intégralité, il aurait compris son article autrement. L'homme lui pose des questions sur le journal qui a publié cet article, dans le but évident de désigner un coupable. Thomas pense qu'il n'aurait pas dû venir dans le café avec l'homme, car d'autres ont pu penser qu'il était au service de la police. L'homme revient 15 jours plus tard. La conversation a lieu dans le cabinet. Il a une déclaration que Thomas doit signer. Le texte va plus loin qu'une simple rétractation. Thomas ne veut pas signer cet article. Ne voulant pas opposer un refus trop abrupt, qui risque d'apporter des conséquences négatives, il dit qu'il ne peut pas signer un texte qu'il n'a pas lui-même écrit. Ceci sous-entend qu'il veut en écrire un lui-même, ce qui lui donne du temps. Thomas démissionne de son poste et devient laveur de vitres, dans le but de faire en sorte que le fait de publier sa rétractation n'ait plus aucun sens. Ce n'est pas par hasard que Thomas a pratiqué la chirurgie. Elle a été une nécessité, Es muss sein. Sa démission cache autre chose que la simple volonté que la police ne publie pas sa rétractation. Monsieur Dampcher, qui devait de l'argent à Beethoven, lui a demandé. Es muss sein. Beethoven lui aurait répondu. Es muss sein. Beethoven s'est servi de ces phrases dans sa musique. Il est passé du léger à la pesanteur. Thomas fait la démarche inverse, puisqu'il passe de la pesanteur à la légèreté. Il connaît l'indifférence et se sent rajeunir. Ce sont pour lui des vacances. Il dit à ses amis avoir connu environ 200 femmes. Son emploi lui laisse 16 heures durant lesquelles il peut folâtrer avec des femmes. Il ne se lasse pas des femmes, car il reste toujours une partie d'inimaginable. Il y a deux sortes de coureurs de jupons, les romantiques qui, à travers les femmes, recherchent la femme de leurs rêves et les libertins qui veulent s'emparer de l'infinie diversité. Lors d'un rendez-vous pour un lavage de carreaux, il rencontre une femme plus grande que lui, et ayant un long nez, car c'est une curiosité, il flirte avec elle. La femme fait de nouveau appel à ses services. Au lit, Thomas découvre d'autres bizarreries chez cette femme, ce qui lui fait de l'effet. Une femme lui rappelle qu'ils ont fait l'amour durant un orage. Thomas parvient à se rappeler la femme, mais pas de l'orage. Il n'a aucune mémoire poétique concernant ses maîtresses, mais seulement pour Teresa.
Thomas ouvre la porte à Teresa, qui apporte avec elle la corneille. La veille, elle s'est plainte d'un homme qui l'a accusé de vendre ses charmes. Thomas est envoyé chez un particulier pour nettoyer des vitres. Il s'agit d'un faux rendez-vous, et il rencontre un journaliste et son fils prénommé Simon. Dans la pièce, il y a une affiche qui montre un soldat qui encourage à faire partie de l'armée rouge et à signer les 2000 mots, qui est le premier grand manifeste du printemps 1968. Le journaliste et Simon veulent que Thomas signe une pétition en faveur de prisonniers politiques maltraités. Ils ne peuvent pas faire signer les personnes qui ont une influence et pourraient changer la vie des prisonniers, car ces personnes ne voudront pas signer. Cette pétition a pour but officiel d'amnistier les prisonniers, mais pour but officieux de montrer que des gens résistent encore. Simon est rouge et bégaye. Thomas propose de signer plus tard, mais la pétition sera remise au président demain. Il remarque que son fils possède le même rictus que lui. Il se rend compte que s'il ne signe pas, ses rapports avec son fils resteront inexistants. Thomas pense que la seule victime de cet attentat qui est l'article est lui-même, mais les deux hommes lui font prendre conscience que son article a aidé des personnes. Ils ont une vision extrémiste de son article, car son fils lui dit que c'est son devoir de signer, et car il se rend compte que Teresa est la seule personne qui compte pour lui, Thomas refuse de signer. Quelques jours plus tard, les journaux parlent de la pétition. Ceux qui l'ont signée sont calomniés. Thomas se demande s'il aurait dû signer ou non. Puisque l'homme n'a qu'une seule vie, il ne peut pas savoir si la décision prise est bonne ou mauvaise. Il en est de même avec l'histoire du pays. Thomas imagine des planètes sur lesquelles les êtres pourraient recommencer une fois ou plusieurs fois leur vie. Il n'est pas certain que ces mondes soient meilleurs. Cela fait bientôt 3 ans que Thomas est en vacances, à comprendre qu'il est laveur de vitres. Il se sent vieillir. Un des indices est qu'il ne parvient pas à reconnaître une de ses maîtresses, qu'il a pourtant essayé de joindre lors de la journée. Il passe peu de temps avec Teresa. Un dimanche, Thomas et sa femme se déplacent dans une ville d'eau, dans laquelle Thomas rencontre un de ses anciens malades. Durant le trajet du retour, il garde le silence, car il en veut à Teresa de sa présence. Teresa fait un cauchemar dans lequel Thomas lui rendait visite dans un caveau. Teresa ne voyait rien, car ses yeux étaient recouverts de terre. Thomas essayait d'enlever la terre des yeux, mais ça ne servait à rien, puisqu'il y avait des trous à la place des yeux. Thomas est reparti, et n'est revenu qu'au bout d'un mois. Il s'est plaint de la mauvaise mine de Teresa, mais elle n'avait pas pu dormir depuis un mois, car elle l'attendait. Thomas ne reconnaît plus les gens dans la rue, car ses connaissances ont émigré ou sont mortes. Les personnes décédées ne sont pas mortes uniquement parce qu'elles ont été traquées à mort. Alors qu'il assiste aux obsèques d'un biologiste, Thomas s'aperçoit que la scène est filmée. Le journaliste qui avait accompagné Simon refuse de lui parler. Un jour qu'il lave les vitres d'un magasin, Thomas rencontre le docteur S. Ce docteur lui pose des questions ineptes et apprend que Thomas n'a plus de lien avec le chef de service. Il est gêné de cette rencontre et s'en va rapidement. Thomas a mal à l'estomac et n'a plus de médicaments. Il raconte à sa femme les récents événements. Elle dit qu'il serait bien de s'installer à la campagne. Il songe que d'aller à la campagne mettrait fin à ses conquêtes, ça serait abandonner un autre impératif, un autre. Es muss sein. Quand il questionne Teresa sur sa tristesse, elle lui révèle que ses cheveux sont sa maîtresse. Thomas va prendre des dispositions afin de partir à la campagne. Thomas fait le rêve d'une femme géante qui l'excite. Il se rend compte qu'il y a en lui 2 roues crantées qui associent une image à une émotion. Il pense que si ces roues étaient réglées de manière à ce qu'il soit excité par une hirondelle, il pourrait avoir une relation avec Teresa sans avoir besoin de ses maîtresses. Dans un rêve, il voit une jeune fille qui correspond à son autre moitié d'après une théorie du banquet de Platon. À la place de sa moitié, Thomas a Teresa qui ne lui correspond pas tout à fait. Cependant, dès qu'il voit Teresa, il se dit capable de tout quitter pour aller quelque part avec elle. Le narrateur nous raconte l'histoire de la mort du fils de Staline, Yakov. Il s'est jeté sur une clôture électrique suite à une histoire de latrine qu'il avait salie et qui n'a pas été jugée. Yakov portait en lui 2 choses contradictoires, puisque sa position faisait de lui à la fois un damné et un privilégié. Sa mort a été la seule mort métaphysique de la guerre. Le narrateur se demande si Dieu défèque. La même question s'étend à Adam et Ève. Un autre débat concerne les relations qu'ont pu avoir Adam et Ève au paradis. Tandis que certains pensent qu'ils n'en avaient pas, d'autres affirment que oui, mais que l'excitation n'existait pas. Certains croient à l'accord catégorique avec l'être qui émet l'idée que le monde a été créé comme il le fallait et que c'est une bonne chose de copuler. Les déjections sont-elles acceptables ou inadmissibles? Ceux qui les nient sont dans le kitsch. Concernant le communisme, ce qui révolte le plus Sabina est le fait qu'il se couvre d'un masque de beauté appelé le kitsch. La fête du 1er mai est reliée avec l'accord catégorique avec l'être. Elle ne peut s'empêcher de voir le kitsch de son pays lorsqu'un sénateur américain définit le bonheur par le fait de voir ses enfants courir dans l'herbe.
Le kitsch frappe deux fois, puisque l'on est ému par les enfants courant dans l'herbe, et que l'on est ému par le fait que le père soit ému par le fait de regarder ses enfants dans l'herbe. Le kitsch est principalement présent lorsqu'il n'y a qu'un seul parti politique. Alors qu'elle était à son école d'art, l'opposition entre le bien et le mal n'existait plus, mais seulement entre le bon et le meilleur. Les déjections étaient oubliées. Sabina fait la distinction entre le communisme réel et l'idéal. Elle préférait vivre dans le premier que dans le second. Les interrogations sont les ennemis du kitsch totalitaire et déchirent la toile, comme Sabina le fait avec ses tableaux. Lors d'une exposition en Allemagne, une biographie l'a dépeinte comme une martyre et une sainte. Pour éviter que la situation se renouvelle, elle a caché sa véritable origine en Amérique. Sabina vit dans une maison avec 2 personnes âgées. Elle se rend compte qu'elle est elle-même kitsch à cause de sa vision idéale d'un foyer. Elle se rend bien compte que cette vie prendra fin à la mort du mari malade et qu'elle reprendra le chemin des trahisons. Le narrateur dit que les 2 grands partis politiques en Europe, que sont la droite et la gauche, reposent sur du kitsch. L'idée de la Grande Marche de France est elle-même du kitsch. France reçoit un appel d'un ami qui l'invite à participer à une grande marche sur le Cambodge. Le but est de faire entrer des médecins dans ce pays, alors que les Vietnamiens les refusent. France décline l'offre, car l'étudiante ne veut pas qu'il parte. Finalement, il accepte après avoir fait le rapprochement entre ce pays et celui de Sabina. Dans le convoi, il y a peu de médecins et bien plus d'intellectuels et de journalistes. Les Américains s'approprient le projet des Français et ne parlent que leur langue. Les Français demandent à ce que les discours soient traduits en leur langue, ce qui ralentit les réunions. Une actrice fait un discours dans lequel elle mêle la mission humanitaire à des idées politiques. Le narrateur souligne un problème, car des gens de gauche marchent contre le communisme. La grande marche commence. Les Français sont vexés, car les Américains étant venus avant eux sur le lieu, sont placés au début du peloton. La répartition se fait autrement. L'actrice se trouve au bout de la file. Les journalistes immortalisent ce moment. L'actrice double des gens, afin de se trouver plus en avant. Une femme l'arrête, et l'instant est photographié. Un chanteur appelle l'actrice, afin qu'elle le rejoigne. Un photographe qui veut un cliché marche sur une mine. Les 2 stars sont heureuses de cet événement, car il rend la marche plus dramatique. La procession est stoppée par un mur, surveillé par des Vietnamiens prêts à tirer. Les paroles de l'interprète restent sans réponse. France sait que la grande marche touche à sa fin. L'interprète parle une seconde fois, mais il n'y a pas de réponse. France se rend compte que lui-même et ses compagnons ne sont pas condamnés, car ils ne pouvaient faire que 2 choses, donner un spectacle ou ne rien faire. L'essentiel est de montrer qu'il existe des personnes qui n'ont pas peur. L'interprète reparle une 3e fois, mais il n'y a toujours pas de réponse. France pense un temps à passer la frontière et à se faire fusiller, mais il ne fait rien. Le narrateur classe les gens en 4 catégories. Il y a ceux qui recherchent le regard du public, ceux qui ne peuvent pas vivre sans le regard des autres, ceux qui ont besoin du regard de l'être aimé, et ceux qui vivent sous le regard imaginaire de personnes absentes. France fait partie de cette 4e catégorie. C'est aussi le cas de Simon, qui a besoin du regard de son père Thomas. Simon a repoussé sa mère et a cherché son père. Il a provoqué une rencontre avec son père grâce aux journalistes. Il pense avoir déplu à son père, mais son père lui a plu. À sa lettre, Thomas lui a répondu et l'a invité chez lui. 4 mois plus tard, il a appris les décès de Thomas et de Teresa. Il a appris que son père avait une maîtresse. Il lui écrit des lettres. Sabina ne lit pas toujours ses lettres. Elle est maintenant installée en Californie. Elle souhaite après sa mort que ses cendres soient dispersées. France se rend compte que l'étudiante a bien plus de valeur que Sabina. Cependant, quand il se fait agresser, il imagine que Sabina est mécontente de la situation, ce qui le pousse à se battre avec ses agresseurs. Il se fait assommer et perd conscience. Quand il se réveille, il est dans un hôpital de Genève et sa femme est à ses côtés. Il voudrait que l'étudiante soit à ses côtés, mais il ne parvient pas à parler. Après la mort de France, Marie-Claude a le monopole de l'enterrement. L'étudiante est reléguée à l'arrière-plan. Simon écrit sur la tombe de son père les mots « Il voulait le royaume de Dieu sur la terre ». Sur la tombe de France est écrit après un long égarement « Le retour ». Marie-Claude décrit la relation que son mari a connue avec l'étudiante comme une conséquence d'une crise de la cinquantaine. Après leur mort, les individus sont chargés de kitsch. Thomas et Teresa se sont installés à la campagne. Dans cet endroit, l'État a peu de prise sur les habitants, car n'étant plus propriétaires de leurs terres, les paysans n'ont rien à perdre. La plupart des campagnards cherchent au contraire du couple à quitter la campagne pour la ville. Thomas et Teresa se lient d'amitié avec le président de la coopérative. Celui-ci a un cochon domestiqué appelé Méphisto. Thomas devient conducteur de camion et Teresa fait paître les génisses en compagnie de Karénine. La chienne a un cancer, Thomas l'opère. Lorsque Karénine se réveille totalement de l'anesthésie, il saute sur le lit de ses maîtres.
Cependant Karénine ne va pas mieux, et son cancer est toujours là. Teresa pense que l'homme est le parasite de la vache. Il se peut que Dieu n'ait que prêté aux hommes le pouvoir de régner sur les animaux, et qu'il faudra un jour rendre des comptes. Descartes a assimilé l'animal à une machine animée, ce qui signifie que lorsqu'un animal se plaint, ce n'est que le grincement d'un mécanisme. Teresa se souvient qu'avant de s'en prendre aux hommes, l'ennemi a voulu exterminer des animaux tels que les chiens ou les pigeons. Les hommes sont obligés de bien se conduire avec d'autres hommes, car ils en ont besoin. La vraie bonté de l'homme se mesure à son comportement qu'il a avec les animaux. Autrefois les vaches que garde Teresa avaient des noms. Depuis la mise en place de la coopérative, elles n'en ont plus. Teresa a rêvé que Karénine a accouché de 2 croissants et d'une abeille. Ce matin, Karénine refuse de se lever, afin d'accompagner Teresa faire ses courses. Quand Teresa revient, Karénine ne s'intéresse pas aux croissants. Ce n'est que lorsque Thomas fait le rituel du croissant, comme le faisait Karénine, que la chienne grogne, autrement dit se met à sourire. Thomas pousse Teresa à photographier Karénine, mais Teresa ne veut pas le faire, car le faire signifie que Karénine ne sera bientôt plus là. Teresa s'aperçoit que Thomas a reçu une lettre. Elle pense qu'il s'agit d'une lettre envoyée par une ancienne maîtresse de Thomas. Elle prévoit l'emplacement de la future tombe de Karénine. Vivre à la campagne est vu comme un retour vers le paradis. Le chien est considéré comme n'ayant pas été chassé du paradis, puisqu'il n'est pas dégoûté des règles. Teresa dit que l'amour qui la lie à Karénine est meilleur que celui qui la relie à son mari. Elle n'exige pas de retour d'amour de Karénine, ne souhaite pas la changer, et l'aime d'un amour volontaire. Le bonheur est désir de répétition, et non désir de nouveauté. Thomas et Teresa veulent faire piquer Karénine. Ils la transportent sur leur lit et Thomas lui fait une injection. Ils partent au travail. À leur retour, Thomas creuse la tombe. Tous deux l'enterrent. Teresa trouve Thomas en train de lire une convocation. Elle tient à l'accompagner. Ils montent dans un avion. Après l'atterrissage, un homme tire sur Thomas, qui se change en lièvre. Teresa prend l'animal avec elle, puis retourne dans la maison de son enfance. Thomas dit à Teresa qu'il reçoit des lettres de son fils. Sans avoir de contact, son fils mène une vie parallèle à la sienne. Simon veut vivre en ne tenant plus compte du régime, mais seulement de la religion. Teresa pousse son mari à répondre aux lettres que lui envoie son fils, et à l'inviter. Alors que Thomas est en train de changer une roue du camion, Teresa le trouve vieux. Elle pense que c'est de sa faute si Thomas a quitté des situations avantageuses, et se retrouve à vivre à la campagne. Elle se fait belle, pour faire plaisir à son mari. Thomas vient peu après le président de la coopérative, et avec un homme qui s'est démis l'épaule. Thomas soigne le paysan. Ils se mettent d'accord, pour aller danser dans un hôtel d'un bourg voisin. Lorsque Teresa danse avec Thomas, elle lui fait part de ses regrets, car à cause d'elle, il est tombé si bas. Thomas lui dit qu'il est heureux ici, et qu'il n'avait pas la mission d'opérer. Ils montent ensuite tous les 4 dans leur chambre d'hôtel. La première partie est centrée sur le personnage de Thomas. Cette partie s'étend du moment situé après la première visite de Teresa à Prague, jusqu'au retour de Thomas à Prague afin de suivre Teresa. Quelques retours en arrière sont utilisés, afin d'expliquer la situation présente. Le premier chapitre nous présente le mythe de l'éternel retour. 2 chapitres plus loin, Thomas se questionne sur ce mythe. Le lien entre l'explication du mythe et le questionnement de Thomas est également présent dans la partie 5 au sujet d'Édipe. Dans la première partie, puisqu'il ne peut vivre qu'une seule vie, Thomas se demande s'il doit inviter Teresa chez lui ou s'il doit la laisser dans la province. Ne sachant pas quoi faire, il ne prend aucune décision. Thomas peut ressembler à un être égoïste. En effet, premièrement, alors qu'il est en relation, puis marié avec Teresa, il continue de voir ses maîtresses. En second lieu, il continue de voir ses maîtresses, alors que cela fait souffrir Teresa. La prise de cachet et les nombreux cauchemars de sa compagne témoignent de son mal-être. Cependant, il ne cesse pas d'aller voir ses maîtresses. Des éléments sont présents pour adoucir cette faute. D'après Thomas, l'amour et l'acte sont 2 choses différentes. Dans une autre partie, nous avons l'explication du comportement de Thomas. Il est à la recherche de quelque chose d'inimaginable, et comme la nouveauté ne s'arrête jamais, Thomas ne cesse pas d'être un coureur de jupons. S'il est ainsi, ce n'est pas pour satisfaire son ego, mais pour être en accord avec ses idées et sa personnalité. Il a besoin d'être en accord avec lui-même, comme en témoignera plus tard, les documents qu'il refusera de signer. Thomas est amoureux de Teresa. Il lui accorde plus de droits qu'à ses maîtresses, par exemple en la laissant dormir sur son divan, ou en la laissant lui tenir la main toute la nuit. Son retour de Zurich pour Prague est un autre exemple de l'amour qu'il porte à sa compagne. Un autre élément visant à le rendre sympathique aux yeux du lecteur, et qu'il a de la compassion. Lorsque Teresa a mal, il ne peut pas s'empêcher d'en être peiné. Cela se réalise, même si Teresa s'est fait du mal lors de ses rêves. Contrairement à Thomas, Teresa ne ressent pas durant longtemps de compassion, puisqu'elle voudrait que son mari arrête ses relations avec ses maîtresses. Au fond, Teresa cherche à changer Thomas, et à le rendre inoffensif, comme le lapin de son rêve.
Ce n'est qu'à la fin du roman qu'elle ressent de la compassion, puisqu'elle comprend que Thomas a sacrifié sa situation pour elle. La relation Thomas-Teresa présente un déséquilibre puisque Thomas est concerné par la légèreté et Teresa par sa pesanteur. Cela se voit dès la seconde entrée à Prague de Teresa. Elle est venue avec une valise lourde, alors que Thomas n'est pas du genre à s'encombrer. Il n'a qu'un divan qui lui sert de lit. Il est concerné par la légèreté de par ses relations avec ses nombreuses maîtresses. Les êtres légers sont les êtres forts, tandis que les êtres faibles sont concernés par la pesanteur. Teresa est concernée par la lourdeur. Étant pesante elle-même, elle demande aux autres des preuves de pesanteur. Le fait que Thomas l'aime ne lui suffit pas. Il faudrait que Thomas ne s'intéresse qu'à son corps. Elle a besoin de cela, afin de croire que son corps n'est le même que les autres, et ainsi enrayer une croyance que lui a inculquée sa mère. Le fait que Thomas aille voir d'autres femmes ne lui apporte pas seulement de la souffrance, mais aussi de la jalousie. Ainsi quand il n'est pas là, elle lit les courriers de ses maîtresses, et en fait ensuite des cauchemars. Dans la dernière partie, alors que le couple est maintenant à la campagne, elle épie encore son courrier, afin de savoir s'il reçoit des lettres de femmes. Teresa est incapable de tromper Thomas. Elle pense à tort que toute la relation ne repose que sur un seul pilier qui est sa fidélité. Teresa ne veut pas tromper, et cela va même plus loin, puisqu'elle ne peut pas tromper Thomas. Par exemple, la seule relation extra-conjugale qu'elle a avec un ingénieur sera un fiasco total. Il est naturel que Teresa reste fidèle, comme il est naturel que Thomas soit infidèle. Teresa fait preuve de pesanteur en amour, mais elle fait aussi preuve de pesanteur dans son travail. Durant les premiers jours de l'occupation, elle prend frénétiquement des photos, laissant même des pellicules à des journalistes, ce qui démontre qu'elle ne recherche pas la gloire, mais veut faire circuler l'information. Le problème est qu'elle se donne trop à fond, comme lorsqu'elle photographie un officier en train de tirer. Cette photo lui voudra une garde à vue. Cette frénésie sera plus tard bien mal récompensée d'abord à cause du rédacteur en chef suisse, qui refuse ces photos et ensuite, car elle apprend que les photos ont servi à la police russe. La pesanteur de Teresa est également présente dans la musique de Beethoven. Ce n'est pas le style de musique qu'une simple serveuse écoute. Lorsqu'elle est invitée à dîner par un pharmacien après le concert, met en évidence la différence de classe sociale. Le fait que Teresa aime cette musique fait d'elle un personnage anachronique. Ce même terme sera utilisé par la journaliste du magazine suisse. Le roman Anna Karénine est lui aussi anachronique, puisqu'il a été publié en 1877, soit 91 ans avant l'année 1968. Nous pouvons faire de nombreux parallèles entre le roman Anna Karénine et ce roman. Teresa imagine que ce roman constitue son ticket d'entrée dans le monde de Thomas. Ce roman est même comparé à la canne d'un dandy. En prenant ce livre avec elle, elle essaie de convaincre autrui que sa condition sociale est autre que ce qu'elle est vraiment. Au fil du roman, la lourdeur de Teresa parvient à s'infiltrer en Thomas. En effet, Thomas ne réussit plus à voir ses maîtresses sans avoir besoin d'alcool. Elle parvient à lui donner du poids lorsqu'il ressent de la compassion envers elle. Au lieu d'agir légèrement et de faire sortir Teresa de sa vie, il l'accepte telle qu'elle est. Plus tard, il sera dit que la bonté de l'homme se mesure à la manière dont il se comporte avec les animaux, car ceux-ci sont à la merci de l'homme. Teresa est un être faible, ce qui fait que Thomas pourrait facilement avoir l'ascendant sur elle. Or, il ne le fait pas, ce qui fait que Thomas est un homme bon. Teresa arrive à imprégner en lui la musique de Beethoven. En effet, lors de sa démission auprès de son directeur suisse, Thomas parvient à se souvenir des paroles. Es muss sein, es muss sein. Il n'agit plus, parce qu'il le veut, mais parce qu'il le faut. Le transfert de la pesanteur est le plus élevé, lorsque Thomas abandonne Zurich pour rejoindre Prague, et ce dans l'unique but de retrouver Teresa. Alors qu'au début de la première partie, Thomas se questionnait, afin de savoir s'il fallait, ou non inviter Teresa à venir chez lui, le départ de Zurich est immédiat. Il arrive à Prague 5 jours après Teresa. Cependant, une fois rentré en Tchécoslovaquie, il se demande s'il a pris la bonne décision. Ceci montre que la transformation de Thomas n'est pas encore totale. Elle le sera au fil des parties suivantes. La seconde partie s'attarde sur le personnage de Teresa. Les moments retranscrits sont presque exactement les mêmes que dans la première partie, sauf que le lecteur les voit du point de vue de Teresa. Nous nous apercevons que les pensées de Thomas et de Teresa sont différentes. Thomas est capable d'insérer des concepts dans ses réflexions. Le fait qu'il ait fait des études de chirurgie a des conséquences sur ses pensées qui sont plus construites que celles de sa compagne. Teresa n'incorpore pas de références culturelles dans ses pensées. Si elle parle d'Anna Karénine, elle ne parle que du roman, et non de ce qui s'y trouve à l'intérieur. Si elle parle d'Édipe, c'est parce son mari lui a dit de le lire, et encore une fois, elle ne se sert pas de ce livre pour appuyer ses réflexions. Teresa est autodidacte, et cela se ressent dans ses réflexions. Elle agit et pense selon son instinct, ses sens et ses émotions. Par exemple, elle sait que Thomas a été voir une maîtresse d'après l'odeur de ses cheveux. Cette idée avait complètement échappé à Thomas.
Comme nous l'avons vu dans la première partie, Teresa est attachée au concept de pesanteur. Un retour en arrière sur la vie de jeune femme de sa mère, et sur l'enfance de Teresa nous donne des explications sur le caractère de Teresa. Si Teresa ne parvient pas à atteindre la légèreté, c'est car sa mère l'a rendue pesante. Non contente de son vieillissement et de sa vie gâchée, la mère humilie régulièrement sa fille. Le plus grand mal consiste à lui faire croire que tous les corps se valent, et que rien ne distingue les êtres entre eux. Cela a créé un complexe chez Teresa, qui cherche sans cesse à se distinguer des autres. Teresa cherchait en Thomas un homme qui aurait été capable de différencier son corps des autres corps. Malheureusement, Thomas a ses maîtresses, et ne compte pas s'en séparer. Cela signifie que le corps de Teresa ressemble à celui des autres femmes. Alors qu'elle voulait échapper à quelque chose, Teresa retrouve la même chose. Puisque son corps ne lui permet pas d'être distingué des autres, elle cherche désespérément son âme dans la glace. Une des conséquences de son mal-être sont les cauchemars qu'elle fait fréquemment. Ses rêves sont hautement significatifs. Alors qu'elle fait des cauchemars à propos de Thomas, Thomas lui fait des rêves érotiques. Elle lui ment dans le chapitre 16 de la partie 2, lorsqu'elle lui dit savoir que ses infidélités n'ont rien de dramatique. Une autre conséquence du mal-être de Teresa sont les hallucinations qui sont peut-être des rêves. Ainsi elle imagine voir des bancs passer sur le fleuve, ou elle imagine qu'un homme tire sur des personnes consentantes au mont de pierre. Un autre résultat est la paranoïa dans laquelle elle est, lorsqu'elle imagine que l'ingénieur lui a tendu un piège. Teresa donne du sens au hasard. Les multiples coïncidences lors de sa première rencontre avec Thomas lui indiquent que Thomas est l'homme avec qui elle doit être. Alors que Thomas voit les différents chemins que peuvent prendre ses décisions et ne peut en choisir aucun, Teresa se base sur des coïncidences pour fonder sa vie. Quand le hasard lui a montré le chemin, elle le suit. Ainsi elle n'hésite pas à rencontrer une première fois Thomas à Prague et à revenir par la suite. Si les choses avancent, c'est grâce à Teresa. Sans elle, Thomas ne serait pas en couple avec elle. Sans son accord, il ne serait pas parti à Zurich. Sans sa fuite, il ne serait pas revenu à Prague. Sans son souhait, il ne se serait pas installé à la campagne. La facilité de Teresa à prendre des décisions existe, car justement elle n'a qu'un seul choix, qui s'offre à elle, celui que le hasard lui indique. Au fond, ni Teresa, ni Thomas ne font de choix par eux-mêmes. Seul le personnage de Sabina est capable d'en faire. L'auteur nous présente tour à tour Thomas et Teresa. En nous donnant les explications sur les agissements de l'un et de l'autre, nous comprenons ces personnages. Nous ne pouvons blâmer ni l'un ni l'autre. Bien plus, nous comprenons que la pesanteur peut côtoyer la légèreté. Ceci ne se fait pas sans heurte, mais ceci est possible. Comme nous l'avons déjà vu, la pesanteur de Teresa s'infiltre dans la légèreté de Thomas. Cependant, la légèreté de Thomas ne s'infiltre pas en Teresa. L'opération inverse paraît plus difficile et surtout plus longue. Le couple n'atteindra l'équilibre qu'à la fin de la dernière partie, c'est-à-dire peu de temps avant la mort. La troisième partie introduit les personnages de Franz et de Sabina. Même si nous avons croisé Sabina de temps à autre, dans la première et seconde partie, nous avons une explication plus profonde de ce personnage dans cette partie. Comme avec le couple Teresa-Thomas, ce couple représente à la fois la lourdeur et la légèreté. La pesanteur est représentée par Franz, et la légèreté par Sabina. La liste des éléments qui sont compris d'une manière différente par l'un et par l'autre personnage est impressionnante. Cette liste explique pourquoi les deux personnages ne peuvent pas se comprendre. Un exemple se trouve dès le premier chapitre de la troisième partie. Sabina est habillée de la même manière que lors d'une précédente rencontre avec Thomas, et elle souhaite provoquer le désir de Franz. Or, Franz ne comprend pas ce qu'elle veut et pense à une farce. Franz est pesant à cause de plusieurs points. Au lieu de quitter Marie-Claude, il reste avec elle et continue sa relation avec Sabina. Même la manière de tromper sa femme est pesante, puisqu'il est incapable d'avoir des rapports avec Sabina à Genève et a besoin d'aller ailleurs pour assouvir son désir. Il passe son temps enfermé dans des bâtiments universitaires, sait peu de choses de la vie réelle et idéalise ce qui n'en vaut pas la peine. Même sa manière de faire l'amour a quelque chose de lourd que Sabina ne parvient pas à accepter. Il est engoncé dans des idées fausses. Ainsi, il est persuadé que la grande marche servira à quelque chose. Ce n'est qu'une fois la marche finie qu'il se rend compte de son erreur. Tout comme Teresa, Franz prend ses décisions à partir de signes. S'il pense à Hercule dans l'église d'Amsterdam, alors il dit à sa femme qu'il a une maîtresse. S'il pense que le Cambodge a un lien avec la Tchécoslovaquie, il participe à la Grande Marche. S'il imagine que Sabina est mécontente, car il est en train de se faire voler, il se bagarre avec ses assaillants. Sa lourdeur a pour conséquence une mort telle qu'il ne l'a pas voulu. Tout d'abord il décède, avec sa femme à ses côtés, et non sa maîtresse. Ensuite, lors de l'enterrement, c'est sa femme qui prend tout en main. Même par-delà la mort, il doit supporter les conséquences de sa pesanteur, puisque sa tombe porte une inscription qui ne lui correspond pas du tout.
Sabina est semblable à Thomas dans le sens où elle peut passer d'une relation à une autre sans éprouver de chagrin, tout comme Thomas peut passer d'une maîtresse à un autre sans éprouver de peine. Lorsque Thomas était en Suisse, il a continué sa relation avec Sabina. Dans la troisième partie, Sabine ne semble avoir de relation qu'avec Franz, ce qui signifie peut-être qu'à ce moment-là Thomas est reparti pour la Tchécoslovaquie. Cependant Sabina est différente de Thomas, car il lui manque la compassion. Si elle l'avait, elle n'aurait pas pu passer de trahison en trahison. Elle n'aurait pas pu quitter Franz sans aucune explication. Et surtout elle aurait pu imaginer la peine de son amant suite à la rupture, ce qui l'aurait empêché de rompre avec lui. Sabina est semblable à Teresa dans le sens où elle est contre l'uniformisation. Le fait qu'elle soit contre est présent dans ses tableaux, alors qu'aux Beaux-Arts, on lui a appris à peindre, ce qu'elle voit avec l'exactitude d'une photographie, elle parvient grâce à un accident à peindre quelque chose d'autre que la réalité. Elle lutte contre l'uniformisation, mais elle est aussi incapable de s'uniformiser. Lors du défilé du 1er mai, elle n'est pas capable d'avancer à la même cadence que les autres, et elle ne peut pas se souvenir des chants. Tout comme Teresa, elle ne supporte pas d'être comme les autres, et cherche un moyen de sortir du lot. La seule chose qui relie Sabina de son enfance, jusqu'à l'âge adulte est sa peinture. Cependant ces tableaux perdront leur sens par deux fois. La première fois, lorsqu'elle parvient à vendre beaucoup de tableaux à cause du récent événement en Tchécoslovaquie. Une seconde fois, lorsque la biographie la présente, comme une martyre ou une sainte. En cachant ses origines, elle parvient à donner à ses tableaux le sens qu'elle veut leur donner. La peinture est la seule ligne continue de sa vie, les autres éléments étant sans cesse interrompus. Nous voyons que Sabina passe d'un compagnon à un autre. Elle passe d'un pays à un autre. Elle part de Tchécoslovaquie, pour aller en Suisse. Puis elle se rend à Paris, chez le couple de vieilles personnes, et enfin en Californie. Elle va même jusqu'à cacher ses véritables origines, et à ne plus lire les lettres que Simon lui envoie, car la Tchécoslovaquie l'intéresse de moins en moins. Après la réunion avec d'autres Tchèques, elle sent et sait qu'elle n'a rien à voir avec ce peuple. Elle se demande plusieurs fois qu'est-ce qu'il arrivera lorsqu'elle atteindra la fin des trahisons. Cependant, les trahisons peuvent ne jamais finir. Elle est légère et sans attache, ce qui lui permet de passer d'une situation à une autre sans regret et sans chagrin. Cependant, tant de légèreté a un prix. En effet, elle ne parvient pas à créer de lien durable avec une personne, comme sont capables de le faire Teresa et Thomas. Elle ne parvient pas non plus à se fixer sur un territoire, ce qui la rend sans origine et sans patrie. Cependant, elle est la seule des 4 personnages principaux à survivre à la fin de l'histoire, puisque Franz est mort à l'hôpital des suites de ses blessures, et que Teresa et Thomas sont décédés d'un accident de camion. Au final, Kindra nous présente 2 couples et chacun est composé d'une personne légère et d'une personne pesante. Le couple Teresa-Thomas tient face au temps, tandis que celui composé de Sabina-Franz ne tient qu'une année. Il est possible que 2 personnes restent en couple malgré leurs différences. Pour cela, ils ont besoin de compassion. Il est dit que l'homme a du mal à faire des choix, puisqu'il ne vit sa vie qu'une seule fois. La vie est vue de manière linéaire et segmentée. Cependant le temps peut ne pas être que cela. Par exemple, pour Karénine, le temps est circulaire. Le temps peut également être vu comme plusieurs lignes parallèles. Même si nous ne vivons qu'une seule vie, nous pouvons baser nos choix d'après les faits des personnes qui vivent la même chose que nous à la même époque. Après 4 ans passés à Genève, Sabina habitait Paris et ne parvenait pas à se remettre de sa mélancolie. Si on lui avait demandé ce qui lui était arrivé, elle n'aurait pas trouvé de mots pour le dire. Le drame d'une vie peut toujours s'expliquer par la métaphore de la pesanteur. On dit qu'un fardeau nous est tombé sur les épaules. On porte ce fardeau, on le supporte, ou on ne le supporte pas. On lutte avec lui, on perd ou on gagne. Mais au juste, qu'était-il arrivé à Sabina? Rien. Elle avait quitté un homme, parce qu'elle voulait le quitter. L'avait-il poursuivi après cela? Avait-il cherché à se venger? Non. Son drame n'était pas le drame de la pesanteur, mais de la légèreté. Ce qui s'était abattu sur elle, ce n'était pas un fardeau, mais l'insoutenable légèreté de l'être. Jusqu'ici, les instants de trahison l'exaltaient, et l'emplissaient de joie à l'idée de la route nouvelle qui s'ouvrait, et de l'aventure toujours nouvelle de la trahison qui l'attendait au bout du voyage. Mais qu'allait-il se passer, si le voyage se terminait? On peut trahir des parents, un époux, un amour, une patrie, mais que restera-t-il à trahir, quand il n'y aura plus ni parents, ni mari, ni amour, ni patrie? Sabina sentait le vide autour d'elle. Et si ce vide, c'était précisément le but de toutes ces trahisons? Jusqu'ici, elle n'en avait évidemment pas conscience, et c'est compréhensible. Le but que l'on poursuit est toujours voilé. Une jeune fille qui a envie d'un mari, a envie d'une chose qui lui est tout à fait inconnue. Le jeune homme qui court après la gloire n'a aucune idée de ce qu'est la gloire. Ce qui donne un sens à notre conduite nous est toujours totalement inconnu. Sabina aussi ignore quel but se cache derrière son désir de trahir.
L'insoutenable légèreté de l'être, est-ce cela le but? Depuis son départ de Genève, elle s'en est terriblement rapprochée.